Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors si vous vous souvenez bien, il y a 3 semaines à compter d'aujourd'hui, on avait sorti une vidéo qui traitait du développement d'une horloge, où on expliquait les algorithmes et pas mal d'autres trucs à propos de l'horloge. Or dans cette vidéo, un des algorithmes utilisés est un algorithme assez intéressant qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, l'algorithme de traçage de cercles. Bon, en soi, si vous voulez tracer un cercle en informatique, vous lancez n'importe quel logiciel, genre Paint, et hop, vous avez votre cercle. Or, est-ce que vous savez précisément comment obtenir ce cercle et comment le tracer sur l'image? Cet algorithme-là, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. On va découper cette vidéo en 2 parties, puisque l'algorithme qu'on va vous présenter fait plus qu'un simple traçage de cercles. Bien évidemment, il permet de tracer des cercles, heureusement, mais aussi des ellipses, des bordures pour notre cercle ou ellipse, une délimitation du cercle ou de l'ellipse, et une rotation du cercle ou de l'ellipse. Bon, cependant, on n'aura pas le temps de tout vous présenter aujourd'hui. C'est pour ça que là, on va vous présenter seulement le traçage du cercle et de l'ellipse et de la bordure, et le reste, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc maintenant qu'on a introduit le concept, c'est parti pour l'algorithme. Bon, déjà, posons directement les bases. L'idée, c'est qu'on va avoir une image, donc une image qu'on a créée du coup en programmation, un ensemble de pixels, et sur cet ensemble de pixels, c'est là qu'on va créer notre cercle. Déjà, faisons quelques rappels géométriques. Un cercle, c'est une figure 2D, telle que tous ces points se trouvent à une distance similaire d'un autre point nommé le centre du cercle. Bon, ça c'est la base, je pense que tout le monde le sait. Et l'ellipse, c'est une version un peu modifiée. En mathématiques pures, ça représente tout simplement l'intersection d'un cône et d'un plan. En fait, cette intersection, c'est une forme comme un cercle, mais où il y a un rayon différent entre la hauteur et la largeur. C'est comme ça qu'on l'a défini précisément ici. Bon, théoriquement, pas toutes les interceptions sont possibles. Par exemple, celle qui ne fait qu'un point n'est pas considérée comme une ellipse, et celle qui représente la base, donc un cercle, c'est pas une ellipse non plus. On appelle ça une ellipse dégénérée. Ici, quand on va parler d'ellipse, on va parler de cercle ou de la définition brute de l'ellipse. Donc un truc un peu comme ça. On l'a représenté sur cette image ici. C'est ça qu'on va tracer en fait. Pour faire ça, on aura besoin du coup de beaucoup de géométrie, mais aussi du cercle trigonométrique, un truc vu en première. En fait, c'est un cercle de rayon 1, sur lequel il est très facile de définir beaucoup de fonctions trigonométriques comme présent sur cette image. Donc sinus, cosinus, tangente, cotangente, etc., etc. Voilà, c'est surtout le sinus et le cosinus qui vont nous intéresser, et on verra pourquoi après. Bon, avant, il faut faire un petit passage vers la base des algorithmes de traçage en informatique. Ce qu'on va chercher très précisément ici, c'est la liste de tous les pixels qui vont être nécessaires à colorier pour obtenir une forme qui ressemble à un cercle. Alors la partie coloriage des pixels est très simple, en fait on peut le faire avec une seule ligne de code assez rapide. Donc là en fait l'idée, ça va être d'obtenir les bons pixels. Bon, comme ça, il est quand même à noter qu'on a quelques informations de départ, un point qui représente le centre du cercle, ainsi que son rayon, ce qui nous permet du coup de tracer une ligne, comme on l'a fait ici, qui sera la ligne qui va accueillir la base de notre cercle. Donc en gros, les pixels nécessaires seront soit au-dessus, soit en dessous, et nulle part ailleurs. Donc avec ça, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut obtenir précisément, et qu'est-ce qu'on peut obtenir de manière très simple? Déjà, l'information basique, autre que le segment, c'est que pour chaque pixel, on va avoir du coup une valeur de x précise. On en a autant que la taille du rayon du cercle, et qui représenteront en gros toutes les valeurs de x nécessaires pour le cercle. Dès qu'on a ça, c'est là que la trigonométrie va rentrer en jeu, puisque grâce à ces valeurs de x, on peut y appliquer des fonctions trigonométriques pour obtenir l'angle de la hauteur nécessaire pour ce x dans le cercle. Ici, la fonction trigonométrique dont on a besoin, c'est la fonction cosinus, puisque en fait, dans le cercle trigonométrique, le cosinus de x représente l'angle du x étudié, donc en gros cet angle-là. Bon, cependant ici, c'est pas le cosinus qu'il nous faut, mais sa fonction réciproque, parce que théoriquement en fait le cosinus, ça serait cette valeur, donc pour obtenir l'angle, c'est la réciproque qu'il nous faut, et ici la réciproque c'est la fonction arc cosinus. Bon, pour tous ceux qui ont fait de la trigonométrie, vous connaissez certainement les formules, casse-toi, avec le moyen mnémotechnique qui va avec. Donc cosinus c'est adjacent, donc notre x actuel, divisé par l'hypoténuse, le rayon du cercle qui lui ne bouge pas. Donc ça c'est le cosinus, donc si on fait l'arc cosinus, on a l'angle ici, et si on applique le sinus, selon les lois du cercle trigonométrique, on obtient le y nécessaire pour le x équivalent. Donc le sinus de cet angle fois l'hypoténuse. Ce qui fait cette formule, parce qu'après du coup, comme le cercle trigonométrique a un rayon de 1, il faut du coup le multiplier par le rayon, pour avoir la taille précise du cercle actuel. Et donc maintenant qu'on a notre y, et ben c'est pas très compliqué, puisqu'il faut juste remplir tous les pixels en dessous, jusqu'au centre du cercle. L'avantage d'ailleurs, grâce à toutes les propriétés du cercle, c'est qu'il est possible de prendre cette valeur et d'y appliquer une symétrie pour obtenir le y nécessaire de l'autre côté, que ce soit de gauche à droite, et même de haut en bas. Donc comme ça, on transforme 4 calculs en un seul, ce qui nous permet d'obtenir ceci.
donc un cercle plein. Bon après vous avez juste à choisir la couleur que vous voulez si vous voulez la changer, bon c'est pas très compliqué. Dans le cas d'une ellipse, il y a une seule chose qu'on va changer, la valeur ici, après avoir appliqué du coup le sinus, au lieu de le multiplier par le rayon du cercle, comme ici des rayons on en a deux, les deux rayons extrémum de l'ellipse, ce qu'on va faire, ce qu'on va chercher, c'est le coefficient de proportionnalité entre ces deux rayons, donc pour être très précis, y divisé par x, et on va multiplier le sinus par le rayon fois ce rapport de proportionnalité. Donc ici, là, le rayon qu'on utilise, c'est le rayon de x. Et donc grâce à ce rapport de proportionnalité, quand on est tout en haut, en fait on a le rayon y. Donc exactement comme on veut. Pareil ici, l'hypoténuse du coup c'est le rayon de x, et ici et ici. Et donc si vous faites ça, vous obtenez une ellipse. Bon déjà si vous avez saisi tout ce qu'on a fait pour l'instant, alors le reste devrait être assez simple. Bon maintenant que ça c'est fait, ajoutons une bordure à notre cercle. Bon quand on pense à une bordure, on peut penser à un algorithme qui en soi est pas si bête. On trace le cercle en gros, et on en trace dedans un autre plus petit, pour faire un cercle avec une bordure. Bon ça marche très bien en théorie, mais le problème c'est que ça implique de tracer deux cercles différents, le premier puis le deuxième, en sachant très bien que du coup tous les pixels qui sont dessinés par le premier et hors de la bordure vont devoir être remplacés, donc c'est une perte de temps. Donc à la place on va faire un petit peu plus rapide. Déjà on va définir deux cercles, le cercle externe, dont le rayon c'est le rayon global du cercle, et le cercle interne, dont le rayon du coup c'est le rayon global, moins la taille de la bordure. Bien évidemment ça marche aussi du coup si on change d'un cercle à une ellipse. Dans ce cas il faut utiliser les mêmes rapports de proportionnalité qu'on a vu tout à l'heure. Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire pour tracer la bordure? Bon ben ce qu'on va faire c'est pas compliqué, c'est que pour chaque valeur de x, on va obtenir deux y. Déjà le premier, celui qu'on a calculé tout à l'heure, le y du cercle global, et en deuxième du coup le y du cercle sans la bordure. Et donc du coup grâce à ça, on peut sans trop de problème tracer la bordure. Alors ici quand on pense au y du cercle sans bordure, donc le y ici, on peut se dire bah tiens on a juste utilisé le même système que tout à l'heure, donc on calcule l'angle, on prend le y et voilà. Bon ça marche, mais cependant, après divers tests, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas bien avec le quatrième point de notre cahier des charges, donc la rotation de l'ellipse. Donc il faut modifier un petit peu le truc pour prendre des valeurs qui sont plus solides. Alors pourquoi ces valeurs sont plus solides et comment elles sont plus solides, ça on le verra à la prochaine vidéo. Mais ici ce qu'on va utiliser en fait, c'est qu'on va bel et bien obtenir cet angle là, mais on va pas utiliser le sinus ensuite pour le tracer. On va prendre l'angle du grand cercle, du coup ce qui fait un angle en milieu ici, en sachant que du coup on a deux valeurs qui en tout forment un triangle. Donc une du coup qui vaut le rayon du cercle et l'autre le rayon du cercle sans la bordure. Et ça étant fait, on peut utiliser un théorème assez peu connu mais très pratique, le théorème d'Al-Kashi, ou loi des cosinus, qui utilise cette relation-là dans un triangle. Donc ici A, c'est le rayon du cercle, B, c'est le rayon du cercle sans la bordure, et CAB, c'est l'angle formé par les deux valeurs de x, donc celle du plus grand moins celle du plus petit. Donc là du coup vous allez obtenir la taille du dernier côté, donc celui-là, donc la taille de la bordure, et grâce à ça du coup on peut obtenir précisément la taille de la bordure à cet endroit-là. Remarquez d'ailleurs que vous pouvez modifier n'importe quel paramètre, que ce soit ellipse ou rotation, et que ça va toujours être la même valeur, et heureusement d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a choisi cette méthode-là plutôt que la première. Bon, seul petit problème, les endroits ici où il n'y a pas de bordure vont poser problème, parce que du coup on n'est pas encore dans le petit cercle. Bon ben là on s'embête pas, on remplit tout, parce que de toute façon ce sera toujours la même chose. Et comme on l'a vu pour la première partie, ces valeurs-là, on peut les mettre à droite, à gauche et en bas. Donc pareil pour minimiser les calculs. Et donc ça étant fait, vous avez votre bordure. Et déjà rien qu'avec ça, vous avez un algorithme assez solide qui peut faire beaucoup de choses. Bon, pas tout, mais déjà beaucoup de choses, ce qui sera suffisant pour aujourd'hui. Donc du coup cette vidéo, je t'en veux plus, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner et tout et tout. Bon, une vidéo qui a pas mal de retard, à cause de gros problèmes IRL. Du coup on a dû la retarder d'une semaine, bon, c'est comme ça. Bon, ça fait un petit moment que je voulais vous présenter cet algorithme. Bon, malheureusement à cause des problèmes IRL, j'ai pas pu vous présenter en entier. Donc la partie délimitation du cercle et rotation de l'ellipse, c'est dommage parce que c'est très probablement le plus intéressant, parce que là pour l'instant tout ça, c'était encore assez simple comparé au reste. Donc est-ce que ça arrivera dans 2 semaines? C'est très probable. Comme ça vous saurez précisément comment on a fait cet algorithme là. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, un bon traçage de cercle, et sur ce je vous dis à plus.